Parlons maintenant de la pandémie qui a eu, vous savez, des impacts sur tous les niveaux, la santé des gens, le réseau hospitalier, l'économie, mais elle serait aussi un facteur qui contribue à une montée de l'extrême droite qui était déjà en marche depuis une décennie. Là, on avait toutes sortes d'études qui le montraient, mais aujourd'hui, il y a une étude plus fine, je vous le dirais, du Centre d'expertise et de formation sur les intégristes religieux, idéologie et politique et radicalisation, qui démontre vraiment que la pandémie a donné une sorte d'élan à ce mouvement. Alors, ce n'est pas la seule étude qui le démontre. On voudrait comprendre, c'est quoi le lien entre la pandémie et la montée de l'extrême droite? Je vais en parler avec David Morin, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui est co-titulaire aussi de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonsoir, Monsieur Morin. Bonsoir, Madame Drolet. Vous êtes aussi co-auteur d'un essai qui s'appelle « Le nouvel âge des extrêmes » qui est paru en mars dernier. Et c'est effectivement un phénomène que vous avez étudié, que vous suivez de près. Expliquez-nous quel est le lien entre pandémie, les mouvements anti-mesures sanitaires et la montée de l'extrême droite. Oui, alors écoutez, comme vous l'avez dit en introduction, ça fait déjà une décennie qu'on voit vraiment une montée de l'extrême droite en Occident de manière générale. Alors on l'a bien vu récemment avec ce qui est arrivé au Capitole aux États-Unis, mais on l'a vu aussi en Europe et dans une certaine mesure au Canada ici, notamment sur le front de l'extrémisme violent, mais aussi du militantisme, du recrutement, etc. Mais alors c'est vrai qu'au cours de la dernière année, dans le contexte de la pandémie, on a vu une espèce de convergence entre les mouvements d'extrême droite et un certain nombre que l'étude du CEPHIR montre bien ici au Québec, des anciens par exemple, alors ils n'aiment pas bien qu'on les appelle l'extrême droite, alors parlons de droite radicale, mais en tout cas des groupes comme La Meute, Storm Alliance, etc. Donc des leaders de ces groupes-là qui finalement ont tranquillement intégré le mouvement de contestation des mesures sanitaires, qui ont retrouvé des mouvements anti-gouvernementaux, donc vous savez, les citoyens souverains, les libertariens, ceux qui disent que finalement ils ne sont pas soumis au système juridique, etc. Et puis qui eux-mêmes ont rejoint des mouvements plus à tendance et à saveur complotiste. Donc c'est un peu l'ensemble, si vous voulez, de ces groupes-là qui ont retrouvé, si vous voulez, dans la pandémie, finalement, beaucoup de gaz pour essayer d'avancer leurs agendas politiques, notamment leur manque de confiance totale dans les institutions, qui est évidemment une caractéristique de l'extrême droite, mais aussi un discours souvent un peu xénophobe, alors parfois sur l'origine chinoise du vaccin, parfois contre le fameux complot juif, Bill Gates, etc. Donc, si vous voulez, ils ont vraiment trouvé une manière avec la pandémie de capitaliser sur leur théorie habituelle. Mais les gens qui ont embarqué dans ce mouvement, qu'on appelle les complotistes, là, bon, puis les gens leur donnent toutes sortes de surnoms là, quand ils sont en colère, eux, ils n'ont pas l'impression nécessairement d'embarquer dans une idéologie d'extrême droite. Eux, ils sont fâchés contre le gouvernement, ils ne sont pas d'accord avec le masque, ils font des grands rassemblements, il y a même des enfants dans les manifestations. Comment vous les voyez? Est-ce qu'eux sont en train de se radicaliser vers l'extrême droite ou ils sont simplement des gens qu'on surnomme complotistes, en colère contre les mesures? Oui, vous faites une excellente distinction dans le sens où si les leaders, et on voit d'ailleurs, en fait, reprenons, le mouvement contre les mesures sanitaires est un mouvement extrêmement complexe, avec beaucoup de tendances différentes, et vous faites bien de le souligner. Il n'y a pas juste des gens d'extrême droite, anti-gouvernementaux et complotistes. Il y a aussi des organisations professionnelles, des groupes communautaires, des groupes de défense des droits, qui sont ni complotistes ni d'extrême droite, qui finalement contestent non pas l'ensemble des mesures sanitaires, mais parfois quelques mesures sanitaires, comme le couvre-feu, en disant ça a des effets disproportionnés sur certaines parties de la population. Ça, c'est le point. Donc même quand on regarde dans ces groupes-là, il faut faire la distinction. Et puis, après, les gens qui embarquent et qui adhèrent, alors là, il y a toutes sortes de gens. Mais ce qui est important de souligner, je pense, c'est que tranquillement, les leaders d'extrême droite ou de la droite radicale complotiste ont finalement essayé de mettre main basse, si vous voulez, sur le mouvement de contestation. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent finalement à côté de ces gens-là dans les manifestations, qui ne l'ont pas décidé, mais qui se font un petit peu manipuler et instrumentaliser par ces leaders d'extrême droite. Ouais. Et on voit des politiciens, d'ailleurs, qui participent à ces manifestations. Hein. On a vu Maxime Bernier, un bout à l'autre du pays, d'ailleurs. Hein. On a vu Éric Duhaime aussi, au Québec. Monsieur Duhaime, d'ailleurs, qui participe à un mouvement. Il a même promu ce mouvement-là de parents qui étaient contre le port du masque à l'école pour leurs enfants. Mais eux, ils ne se voient pas, ils ne se définissent pas comme des gens d'extrême droite du tout, là. Non, alors ça, c'est une dernière question importante à mon avis. Et le rapport du CEPHIR est très intéressant en ce sens qu'il montre
beaucoup de formes différentes que peut prendre la droite radicale au Québec, donc à la fois des manifestations, à la fois des actions militantes. Et dans une certaine mesure, on parle de peu de politisation. Là, maintenant, la grande question, et c'est le dernier tabou qu'on a au Québec et au Canada, c'est est-ce que finalement, la droite radicale va finir par se politiser et par devenir un vrai mouvement politique. Alors même si des gens comme M. Bernier ou comme M. Duhem se défendent d'être d'extrême droite, c'est pas très très difficile quand même de dire qu'ils appartiennent à la droite radicale. Il suffit de regarder leurs discours passés et actuels. Et là, ce qu'on ne sait pas, et c'est vrai que c'est la grande question, c'est est-ce qu'aux prochaines élections, que ce soit au fédéral ou au provincial, ces gens vont être capables de capitaliser sur le contexte de pandémie, sur le mouvement un peu de contestation des mesures sanitaires. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, où la droite radicale a vraiment réussi finalement dans beaucoup de pays le passage des urnes, alors même s'ils ne sont pas au pouvoir, enfin aux États-Unis c'est un peu plus complexe, mais ils ont gagné aussi, si vous voulez, beaucoup de voix dans le système électoral. Ce n'est pas encore le cas au Canada et au Québec. Il y a un certain tabou, il y a une certaine réserve dans la société québécoise, dans la société canadienne vis-à-vis de ce type de discours-là. Maintenant, on va avoir, écoutez, une réponse dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, ce que vous dites finalement, c'est que ces mouvements-là, ces leaders-là qui sont populaires dans les mouvements complotistes ou anti-mesures sanitaires, ils ont trouvé un bassin de gens qui les écoutent. Alors, c'est du recrutement qui se fait un petit peu au travers de ça. Oui, absolument. Et je vous dirais, ils ont réussi dans une certaine mesure à normaliser le discours d'extrême droite, sans le rendre particulièrement acceptable. On l'entend plus et je pense que cette étude-là le montre bien aussi finalement comment ils ont réussi à investir l'espace public et à faire lever un peu un tabou, si vous voulez, à faire bouger un peu le curseur de ce qui est politiquement acceptable. Et donc, ça se peut effectivement qu'il y ait beaucoup de gens qui soient un peu plus réceptifs à ce discours-là, maintenant qu'on l'entend plus souvent dans l'espace public. À mon avis, c'est ça vraiment qu'il faut mettre de l'avant et qu'il faut dans une certaine mesure craindre un petit peu. David Morin, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et je rappelle l'essai que vous avez publié, Le nouvel âge des extrêmes, les démocraties occidentales, la radicalisation et l'extrémisme violent, qui est paru en mars dernier. Merci de nous avoir éclairés ce soir encore. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Derrière les apparences, le Parti républicain est-il vraiment uni ou à risque de rupture? C'est notre carnet américain après la pause. Au-delà des antipsychotiques, une autre approche des soins de santé mentale est possible. Plus d'empathie et moins de recours à la médication. Il faut former les psychiatres à autre chose. Soigner l'esprit à Doc Humanité, samedi 22h30, ici Radio-Canada Télé. Les invités de Tout le monde en parle. Les Trois Accords, Simon Jolin-Barrette, Rita Baga, Stephen Guilbeault et Yves-François Blanchet. Tout le monde en parle dimanche 20h, ici Radio-Canada Télé. Débutez votre saison de plein air avec La Tulipe. Consultez notre circulaire en ligne pour découvrir toutes les nouveautés de la saison et nos nombreux rabais nature dans tous les secteurs. Pêche, vêtements, nautisme, camping et travail. Vous trouverez aussi tous les détails pour participer à notre concours Prêt à camper. Plus de 10 000 en prix, 4 ensembles pèlerins pour le camping et 25 cartes cadeaux à gagner. Inscrivez-vous à latulipe.com et on vous envoie en vacances. Tout équipé. Auto-Hebdo compare et évalue des millions de voitures à l'aide des prix du marché en temps réel. Vous obtenez donc une super voiture à un super prix en toute confiance. Une super confiance. Téléchargez l'appli Auto-Hebdo aujourd'hui. J'ai attendu toute ma vie pour voir une éclipse. Votre attente va enfin être récompensée.